s'est-il rencontré? Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il? Jacques! Mon maître! Nous y sommes, je pense. D'où venait-il? De l'endroit le plus prochain. Où allait-il? Est-ce que l'on sait où l'on va? Que disait-il? Le maître se disait justement que Jacques disait que son capitaine disait que... Tout ce qui nous arrive de bien et de mal est écrit là-haut. C'est un grand mot que cela. Et mon capitaine ajoutait que chaque balle qui partait d'un fusil avait son billet. Et il avait raison. Que le diable emporte le cabaretier de mon village et son cabaret. Pourquoi donner au diable son prochain? Cela n'est pas chrétien. C'est que, tandis que je m'enivre de son mauvais vin, j'oublie de mener nos chevaux à l'abreuvoir. Mon père s'en aperçoit, il se fâche, je hausse de la tête, il prend un bâton et m'en frotte un peu durement les épaules. Un régiment passait pour aller au camp devant Fontenoy. De dépit, je m'enrôle, nous arrivons, la bataille se donne. Et tu reçois la balle à ton adresse. Oh, vous l'avez deviné. Un coup de feu au genou. Et Dieu sait les belles et mauvaises aventures amenées par ce coup de feu. Elles ne tiennent ni plus ni moins que les chaînons d'une gourmette. Sans ce coup de feu, par exemple, je crois bien que je n'aurais jamais été amoureux de ma vie. Tu as donc été amoureux? Ah, si je l'ai été. Et cela par un coup de feu? Oui, par un coup de feu. Tu m'en as jamais dit un mot. Je crois bien. Et pourquoi cela? Ça ne pouvait être dit ni plus tôt ni plus tard. Le moment d'apprendre ses amours est-il venu? Qui le sait? À tout hasard, commence toujours. Je me rends donc. La bataille est donnée. On se sauve, on est poursuivi, chacun pense à soi. Je reste sur le champ de bataille, enseveli sous un nombre de morts et de blessés qui fut prodigieux. Le lendemain, on me jette sur une charrette avec une douzaine d'autres pour nous conduire à un de nos hôpitaux. Ah, monsieur, je ne crois pas qu'il y ait de blessure plus cruelle que celle du genou. Oh, alors donc, Jacques, tu te moques. Mais pas du tout, monsieur, je ne me moque pas. Il y a là, je ne sais combien d'os, de tendons et plein d'autres choses qu'ils appellent je ne sais comment. Sur la charrette, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par l'inégalité des chemins. À chacun où je poussais un cri aigu. Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais? Assurément. Je perdais tout mon sang et j'étais un homme mort. Si notre charrette ne s'était arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre. On me met à terre. Une jeune femme se tenait debout devant la porte de la chaumière. Je m'accroche fortement à ses habits et je crie que, mourir pour mourir, je préfère que ce soit à l'endroit où je me trouve. Sur ces mots, je tombe en défaillance entre les bras de la jeune femme. On me transporte, on me déshabille, on me couche. Oh, malheureux! Coquin! Je te vois arriver. Je crois que vous ne voyez rien du tout. N'est-ce pas de cette femme que tu vas devenir amoureux? Et quand bien même je serais devenu amoureux d'elle, qu'aurait-il à redire à cela? Est-ce qu'on est maître de devenir ou de ne pas devenir amoureux? Et quand on l'est, est-ce qu'on est maître de faire comme si on ne l'était pas? Si cela eût été écrit là-haut, tout ce que vous vous disposez à me dire, je me le serais dit. Je me serais souffleté la tête contre un mur, je me serais cogné la tête, je me serais arraché les cheveux. Il n'en aurait été ni plus ni moins, et mon bienfaiteur eût été cocu. Je rêve à une chose. C'est si ton bienfaiteur eût été cocu parce que cela a été écrit là-haut, ou si cela a été écrit là-haut parce que tu ferais cocu ton bienfaiteur. Les deux étaient écrits l'un après l'autre. Tout a été écrit à la fois. C'est comme un grand rouleau qui se déploie petit à petit. Tu crois donc? Oh, je crois ni ne décrois. Pourtant, si la femme avait refusé d'ouvrir sa porte. Impossible. Pourquoi? Elle ne l'a pas fait. Et
si l'on t'avait rejeté sur la première charrette? Mais tant pis ou tant mieux. Pourtant, si... Si la mer bouillait, il y aurait, comme on dit, bien des poissons cuits. Jacques, Mon maître, quel diable d'homme es-tu? qu'il sait. Pourrais-tu me dire ce que c'est qu'un fou? Ce que c'est qu'un sage? Pourquoi pas un fou, attendez, est un homme malheureux et par conséquent un homme heureux et sage. Et qu'est-ce qu'un homme heureux ou malheureux? Ah, pour cela il est aisé. Un homme dont le bonheur a été écrit là-haut est un homme heureux et par conséquent un homme dont le malheur a été écrit là-haut est un homme malheureux. Et qui est-ce qui a écrit là-haut le bonheur et le malheur? Et qui est-ce qui a fait le grand rouleau où tout est écrit? Mais pour le savoir, je ne donnerai pas une obole. À quoi cela me servirait-il? On éviterait-je pour autant le trou où je dois m'en aller casser le cou? Je crois que oui. Eh bien, moi, je crois que non. Car il faudrait qu'il y ait une ligne fausse sur le grand rouleau qui contient vérité, qui ne contient que vérité et qui contient toute vérité. Ainsi, il serait écrit sur le grand rouleau que Jacques se cassera le cou tel jour. Et Jacques ne se casserait pas le cou. Mais concevez-vous que cela puisse être possible, quel que soit l'auteur du grand rouleau? Est-ce nous qui menons le destin ou est-ce le destin qui nous mène? Et combien de projets sagement concertés ont manqué? Et combien manqueront? Et combien de projets insensés ont réussi? Et combien réussiront? C'est ce que mon capitaine me répétait. Et c'est de lui dont vous seriez crié: ah, quel diable d'homme! Monsieur, c'est une terrible affaire que de vivre avec un genou fracassé. Alors donc, tu te moques? Je suis mort, j'ai le genou fracassé. Alors, mon maître, vous vous moquez. Aide-moi! Alors, pensez-vous? De quoi? La blessure au genou? Je suis de ton avis, c'est une des plus cruelles. Au vôtre? Non, au tien, au mien, à tous les genoux du monde. Mon maître, vous n'y avez pas bien regardé. On ne plaint jamais que soi. Quelle folie! Mais le mot douleur est sans idée. La douleur ne commence à signifier quelque chose que quand à notre mémoire elle a à peine une sensation qu'on a déjà éprouvée. As-tu jamais accouché? Pas que je sache. Crois-tu que ce soit une grande douleur? Assurément. Plains-tu les femmes qui accouchent? Beaucoup. Tu plains donc quelquefois un autre que toi? Je plains ceux ou celles qui se tordent les bras, qui s'arrachent les cheveux, qui poussent des cris, parce que je sais par expérience qu'on ne fait pas cela sans souffrir. Pour ce qui est du malpropre à la femme qui accouche, je ne la plains pas, je ne sais pas ce que c'est. Dieu merci. Il pourra en revenir à une douleur que nous connaissons tous deux. La douleur de mon genou, qui est devenue la vôtre par ce choc. Non, Jacques. L'histoire de tes amours, qui sont devenues miennes par mes chagrins passés. Vous, mon maître, des chagrins. Auriez-vous aimé? Assurément. Racontez-moi cela. Va. Je fus une fois dans la vie plus malheureux que toi. Tous les jours, on couche avec des femmes qu'on n'aime pas. Et on ne couche pas avec les femmes qu'on aime. Mais avant d'entrer dans le récit de mes amours, il faut être sorti de l'histoire des tiennes. Au fait, te voilà dans cette auberge, déshabillé, couché dans un grand lit. Et autour de moi, le maître des lieux, sa femme et une flopée de petits-enfants autour d'eux. On ne fait jamais autant d'enfants qu'en temps de misère. La femme trempe le coin de son tablier dans du vinaigre et elle m'en frotte le nez, les tempes. Elle déchire une vieille chemise de son mari, fait bouillir du gros vin et elle retire quelques morceaux de sucre aux fourmis pour en mettre dans une portion de vin ayant servi au pansement. Je l'avale. Ensuite, on m'exhorte à prendre patience. Il est tard, les gens se mettent à table, soupe. Se couche. Leur chambre
est séparée de la mienne que par des planches à claire-voie. Claire-voie? Sur lequel on n'a pas un papier gris. Et sur ce papier, des images enluminées. Des images pieuses, mon maître. Au diable, les images. Tu ne vois rien? J'entends. J'entends. Oh, oh, laisse-moi. Mais ma femme, ma petite femme. Oh, mais non, j'ai pas envie de rire, là. Oh, mais c'est pas arrivé depuis le soir de la Saint-Jean. Oh, oh, voilà comme tu dis toutes les fois. Et parce que nous sommes en temps de misère, vous allez me faire un enfant comme si on n'en avait pas déjà encore assez. Je suis sûre que je vais être grosse. Enfin, tu sais ce que tu dis. Oh, ça n'a jamais manqué quand l'oreille me démange et j'y sens une démangeaison comme jamais. Mais ton oreille ne sait ce qu'elle dit. Et puis vous ferez si bien, et dans un mois, ça sera ma faute. Mais non. Et dans 9 mois, ça sera pire. Mais non. Tu te souviendras de ce que tu me dis, hein? Oui. Tu ne diras pas comme toutes les autres fois. Non. Et à ce moment précis, je ressens une terrible douleur au genou et je m'écrie « Ah, mon genou !» L'homme s'écrie « Ah, ma femme !» Et la femme s'écrie « Ah, mon âme !» Mais cet homme-là... Mais quoi, cet homme? Il aura tout entendu. Mais qui l'ait entendu? Mais demain, je n'oserai le regarder. Et pourquoi? N'es-tu pas ma femme? Est-ce que je suis pas ton mari? Est-ce qu'un mari a une femme un mari pour rien? L'oreille! L'oreille! Répète-moi qu'on n'a pas l'oreille! Oh, mais c'est pire que jamais! Mais dors, cela passera! Non, je ne serai l'oreille! Oh, l'oreille! Mais quoi l'oreille? Cela est aisé à dire! Je ne vous dirai pas ce qui s'est passé par la suite, mais toujours est-il que la femme, après avoir répété plusieurs fois de suite, à voix basse et précipitée, l'oreille, finit par balbutier à syllabe interrompue, et à la suite de cette je ne sais quoi qui joint en silence qui succéda, me fit imaginer que son mal d'oreille s'était apaisé d'une façon ou d'une autre. Cela me fit plaisir. Et à elle donc. Jacques, mettez la main sur la conscience et jurez-moi que ce n'est pas de cette femme dont vous devîntes amoureux. Je jure. Tant pis pour toi. Bah, c'est tant pis ou tant mieux. Voyez apparemment qu'une femme qui en aurait comme les siennes écoute volontiers. Je crois que cela a été écrit là-haut. Moi, je crois qu'il est écrit à la suite qu'elle n'écoute pas souvent le même et qu'elles sont tant sujettes à prêter l'oreille à un autre. Cela se pourrait. Vous avez un furieux goût pour me faire parler. Il est vrai. Humecton. Les contes m'instruisent, m'amusent. Un bon conteur est un homme rare. Voilà pourquoi je n'aime pas les contes. À moins que ce soit moi qui les fasse. Tu aimes mieux mal parler que te taire. Et moi, j'aime mieux mal entendre parler que de ne rien entendre. Voilà qui nous met tous deux fort à notre aise. Eh bien, Jacques,
Je rêvais. Je cherchais comment ferait un mari, lorsqu'il aime à parler, avec une femme qui ne déparle pas. Comme j'ai fait les 12 premières années de ma vie, passées chez mon grand-père et ma grand-mère. Mon grand-père Jason eut plusieurs enfants. Toute la famille était sérieuse. Ils se levaient, s'habillaient, allaient à leurs affaires, ils revenaient, dînaient et repartaient sans avoir échangé un seul mot. Le soir, ils se jetaient sur des chaises. La mère, les filles tricotaient, cousaient, sans échanger un seul mot. Les garçons se reposaient, le père lisait l'Ancien Testament. La semaine se passait quelquefois dans la maison des Jasons sans qu'on ait ouvert la bouche. Quelquefois, le père était tenté de ne pas croire en la Bible, à cause des redites, qu'il trouvait comme un bavardage indigne de l'Esprit Saint. Et toi, que faisais-tu? Moi, je courais dans ma chambre avec un bâillon. Avec un bâillon. Oui, avec un bâillon. Et c'est à ce maudit bâillon que je dois la rage de parler. Jacques, mon petit Jacques. De quoi riez-vous? De ce qui me fera rire plus d'une fois, de t'imaginer dans ta jeunesse, chez ton grand-père, avec un bâillon. Ma grand-mère me notait quelquefois quand il n'y avait plus personne à la maison. Et quand mon grand-père s'en apercevait, il n'en était pas plus content du tout. Il disait « Continuez comme ça, et ce maudit garnement sera le plus effréné bavard qui n'ait jamais existé sur cette terre. » Sa prédiction s'est accomplie. Le principal avantage de ma condition près de vous, et ce qui me touche le plus, c'est la liberté que j'ai de me dédommager des 12 années de bâillon passées chez mon grand-père. Dédommage-toi et reprends l'histoire de tes amours. Monsieur me réserve le plus triste avenir. Et que deviendrai-je quand je n'aurai plus rien à dire? Tu recommenceras. Jacques recommencer. Parle donc, puisque cela nous fait plaisir à tous les deux. À mon réveil, j'entr'ouvre doucement les rideaux et j'aperçois le maître des lieux, sa femme et le chirurgien en conversation secrète près de la fenêtre. Le chirurgien s'approche. Comment la nuit a-t-elle été? Votre bras? Oh, le pouls n'est pas mauvais. Il n'y a presque plus de fièvre. Et faites-moi voir ce genou. Il tâte en dessous, sur les côtés. Il met le manche de bistouri entre ses dents. Et soulève ma jambe. Il fixe fortement sur son bras gauche. Reprend le manche de son bistouri et en introduit la pointe dans l'ouverture de la blessure pour m'en faire une large et profonde incision. Cette énorme incision met à découvert le fond de la blessure, d'où le chirurgien tire avec des pinces une petite drap de toile de ma culotte qui était... l'ami, ce n'est pas doux. Cette jambe, une jambe à couper, elle durera autant que l'autre, c'est moi qui vous en réponds. Je guérirai, vous guérirez. Je marcherai, vous marcherez. Sans boiter, c'est autre chose. Eh bien, vous dansez. Beaucoup. Et si vous en marchez un peu moins bien, vous n'en danserez que mieux. On le transporte au château voisin le temps de sa convalescence. Je le visiterai là-haut. On me sort de l'auberge. On me hisse sur la voiture du chirurgien et me voici débarquant au château. À qui appartenait ce château? Si je vous le disais, vous sauriez tout. On fait cercle, on m'admire, on m'interroge. Tes amours étaient là? Denise. Elle s'appelait Denise. Elle était là. Brune, grande, 18 ans, la petite bouche vermeille, les yeux noirs, les beaux bras et les mains
Oh, les jolies mains. Elle s'appelait Denise. C'est que ces mains-là, vous les avez prises et tenues plus d'une fois à la dérobée. Et il n'a dépendu que d'elle que vous n'en fissiez tout ce qu'il vous plairait. J'ai tenu les mains de ta Denise. J'ai beau chercher, je ne me rappelle ni grand bruit ni jolie main. Qui est cette Denise? Jacques! Dans quel château sommes-nous? Ah, le bourreau, le chien, le coquin, je le roulerai des coups. Arrive un peu! Tout doux, monsieur. Je ne suis pas rancunier à recevoir des coups aujourd'hui. Je recevrai le premier, mais je vous jure qu'au second, je vous quitte. Où vas-tu? Sait-on où l'on va? Reviens! Te voilà donc admiré, entouré, interrogé, choyé. Justement. Qu'on le loge commodément, disait le maître des lieux, qu'on ne le laisse manquer de rien. Et au chirurgien, vous le visiterez avec assiduité. Oh ben, à vos ordres, monsieur Desglands. Bien sûr, monsieur des... Non, c'est au château de Mirmont que tu es, chez mon vieil ami Desglands. Lui-même, parce que son nom m'est échappé. Et la jeune fille blonde, brune, à la taille légère et... Denise, la fille de Jeanne, la servante. elle-même. Tu as raison, c'est une des plus belles, une des plus honnêtes créatures qu'il y ait 20 lieues à la ronde. Moi et la plupart de ceux qui fréquentions le château avions tout mis en œuvre inutilement pour la séduire. Il n'en avait pas un qui faisait de grandes sottises pour elle, à condition qu'elle en fît une petite pour lui. Jeanne m'amena sa fille. Elle lui dit, devant moi, je veux que tu visites cet honnête homme-là 4 fois par jour. Le matin, à l'heure du dîner, vers les 5 heures, et à l'heure du souper. Et je veux que tu lui obéisses comme à moi. N'y moque pas. Quand as-tu quitté Mirmont? Oh ben, il y a... Et au château, tout allait bien? Ah, à merveille. Oh, sauf ce pauvre seigneur Desglands lui-même, affligé d'une crapule de fils. Il a un fils? Non, vous ne saviez pas? Oh, une petite peste, un insolence, et cet enfant-là lui donnera bien du souci. Enfant unique, bonne raison pour n'être qu'avorien. Il sait qu'il sera riche, autre bonne raison pour n'être qu'un vaurien. Bien, Jacques. Te voilà chez les Blancs, près de Denise, et Denise autorisée par sa mère à te faire au moins 4 visites par jour. Oh, la coquine. Préférez un Jacques. Un Jacques est un homme comme un autre. Jacques, vous vous trompez, un Jacques n'est pas un homme comme un autre. C'est parfois mieux qu'un autre. Jacques, vous oubliez. Reprenez l'histoire de vos amours. Et souvenez-vous que vous n'êtes et que vous ne serez jamais qu'un Jacques. Si, dans la chaumière où nous trouvâmes les brigands, Jacques n'aurait pas valu un peu mieux que son maître. C'est un insolent! Si j'ai fait la sottise de vous retirer de votre place, je saurais bien vous y remettre. Descendez, Jacques! Cela vous plaît à dire, mais Jacques se trouve bien où il est et ne descendra pas. Je te dis que tu descendras. Vous ne savez pas ce que vous dites. Comment, monsieur, après m'avoir accoutumé à vivre de père à compagnon pendant des années, Une plaque cela cesse. après avoir souffert toutes mes impertinences, Je n'en veux plus souffrir. après m'avoir assis à votre table et m'avoir appelé votre ami, Vous ne savez pas ce que c'est que le nom d'ami donné par un supérieur à son subalterne. il vous plaira de séparer Jacques et son maître, alors que partout on dit Jacques et son maître. Non, monsieur, non, cela ne sera pas. Il est écrit là-haut que tant que Jacques vivra, et tant que son maître vivra, et même après qu'ils soient morts tous les deux, on dira Jacques
et son maître. Je dis moi que vous descendrez sur le champ parce que je vous l'ordonne. Descendez. Je ne descendrai pas. Descendez, Marouf, obéissez. Oh, Marouf, autant qu'il vous plaira, mais le Marouf ne descendra pas. Tenez, monsieur, ce que j'ai à la tête, comme on dit, je ne l'ai pas en talon. Vous vous échauffez inutilement. Jacques se trouve bien roulé et ne descend pas. Tu descendras. Je descendrai. Tu descendras. Je descendrai pas. A-t-on jamais rien vu de pareil? Ah, il faut se méfier des valets. Les maîtres n'ont pas de pires ennemis. Il y en a de bons ou de mauvais. On comptera d'ailleurs plus de bons valets que de bons maîtres. Jacques, vous ne vous observez pas. C'est que vous ne connaissez pas encore cette espèce-là. Il a peu d'idées dans la tête. Hein. S'il pense, c'est de réminiscence ou d'inspiration. Oh, il a des yeux comme vous et moi. Mais on le sait s'il regarde. Il se laisse aller, il se laisse vivre. C'est sa fonction habituelle. On descend. Je ne descendrai pas. Vous l'entendez, mon Dieu? Au moment où l'on prend maître, on montera, on descendra, on avancera, on reculera, on restera, sans qu'il soit jamais libre, au pied, de se refuser aux ordres de la tête, et que cet ordre s'accomplisse. Bah, il était écrit là-haut que Jacques descendrait. Il était écrit là-haut que je ne me déferai jamais de cet original-là, et que tant que je vivrai, il sera mon maître, et que je serai son serviteur. Mon maître, cependant... Jacques, mon ami, Sans revenir sur cette affaire, n'y revenons pas. ne pourrions-nous pas prévenir sans votre affaire par quelques arrangements raisonnables? J'y consens. Stipulons, premièrement, qu'attendu, que c'est le ciel qui a tout arrangé à notre insu, et que je sens, que je sais que je vous suis essentiel, j'abuserai de ces avantages tout et qu'une fois que l'occasion s'en présentera. Mais Jacques, on n'a jamais rien stipulé de pareil. Deuxièmement, et qu'attendu qu'il est aussi impossible à Jacques de méconnaître sa force et son ascendance sur son maître qu'à son maître, de méconnaître sa faiblesse et de se dépouiller de son indulgence, il faut, pour le bien de tous, que Jacques soit insolent et que son maître ne s'en aperçoive pas. Qu'est-ce que c'est que cette proclamation? Celle de mes droits à venir. Les droits d'un Jacques. Un Jacques est un citoyen comme un autre. Citoyen Jacques, je préfère dire mon ami. Ce n'est pas la même qualité, vous habituerez. Troisièmement, attendu que c'est la nature qui, au moment où elle fit Jacques et son maître, a tout arrangé à notre insu. Il ne manquait plus qu'elle. Et que dit la nature? Elle déclara que vous auriez le titre et que j'aurais la chose. Mais à ce compte, ton lot vaudrait mieux que le mien. Qui vous le dispute? Mais à ce compte, je n'ai qu'à prendre ta place et te mettre à la mienne. Ah non, 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 non. Savez-vous ce qui arriverait? Vous y perdriez le titre, mais vous n'auriez pas la chose, non, non. Non, restons comme nous sommes et passons le reste de notre vie à faire un proverbe. Quel proverbe? Jacques mène son maître. Nous serons les premiers dont on leur a dit. Mais on le dira de son dos qui va mieux que vous et moi. Cela me semble dur, très dur. Voilà qui est arrangé. Nous n'avons plus qu'à cheminer en conséquence. Mais, où diable as-tu appris tout cela? Dans le grand livre. On a beau méditer, étudier tous les livres du monde. On n'est jamais qu'un petit clerc quand on n'a pas lu le grand livre. Monsieur, vous ne m'écoutez pas? Je t'écoute. Non, non, vous êtes distrait. Non, non. C'est-à-dire, oui, oui. Non, mais si je vous fais peur, nous n'avons qu'à vous séparer. Enfin, Jacques, vous perdez l'esprit.
lettre de Jacques. Que voulez-vous? Nous avons là des poulets, des pigeons, des rables de lièvre, des lapins. C'est le canton des bons lapins. Aimeriez-vous plutôt un oiseau de rivière? Qu'on descende à la cave et qu'on monte promptement du meilleur. J'y vais moi-même. Le diable, si on peut se faire domestique de nos jours. Ah non, je ne suis pour personne. Je suis tout à mon maître. Est-ce qu'on n'a pas une minute à soi dans cette maison? Quel festin! Dans quelle auberge sommes-nous descendus? Une auberge, fille, monsieur. Il ne s'agit rien moins que d'un palais. Et quel palais, s'il te plaît? Un palais immense, au frontispice duquel vous auriez pu lire en entrant: il n'appartient à personne, mais j'appartiens à tout le monde. Vous y étiez avant que d'y entrer, vous y serez encore quand vous en sortirez. Quelle compagnie trouvons-nous là? Mêlée. Y dit-on quelques vérités? Mêlée à beaucoup de mensonges. Y a-t-il ici des gens d'esprit? De maudits questionneurs et des bavards impénitents s'y promènent. On s'y promène donc. Oh, on ne fait jamais que cela ici-bas. Quand on n'est pas assis, ou couché. Défais-moi pour la nuit. Remerciez votre chien. De citoyen, te voilà devenu chien. Justement, Le chien savant, chien bavard. vous me le reprocheriez. N'avez-vous pas remarqué que la plupart des petites gens n'ayant pas assez de pain pour eux, ils ont tous des chiens, et que ce qu'on donne à ces animaux servirait à nourrir 2 ou 3 malheureux. Chiens, instruits à faire des tours, à manger sur 2 pattes, à danser, à sauter pour le roi, à sauter pour la reine, à faire le mort. Rendus par cette éducation, les plus malheureuses bêtes du monde. D'où tu conclus? Que chaque homme peut commander à un autre, et que les animaux se trouvant dans la société immédiatement en dessous de la classe des derniers hommes, commandés par toutes les autres classes, il prend un chien pour commander aussi à quelqu'un. Le ministre, le chien du roi, le premier commis, le chien du ministre, la femme, le chien du mari. Ou le mari, le chien de la femme. Oh ben non. À l'occasion. Oh, mon pauvre maître. Quant à moi, lorsque mon maître me fait parler alors que je voudrais me taire, lorsqu'il me demande de me parler alors que de me taire alors que je voudrais parler, ce qui est très difficile, lorsqu'il me demande de raconter l'histoire de mes amours alors que je préférais raconter autre chose, lorsque j'ai commencé l'histoire de mes amours et qu'il m'interrompt, que ne suis-je autre chose que son chien? Les hommes faibles
sont les chiens des hommes fermes. Mais Jacques, cet attachement pour les animaux, je ne le vois pas seulement chez les petites gens. Je connais de grandes dames entourées d'une meute de chiens, sans compter les chats, les perroquets, les oiseaux. Elles n'aiment personne et personne ne les aime. Elles jettent aux animaux un sentiment dont elles ne savent que faire. Aimer les animaux ou donner son cœur aux chiens, cela est singulièrement vu. Vive les chiens! Il n'y a rien de plus parfait sous le ciel. Encore un paradoxe. Dis-moi, s'il y a quelque chose de plus parfait, ce n'est pas l'homme. J'aurais bien aimé que vous eussiez connu dans mon village le chien du meunier. Il était amoureux de notre chienne. Dès la pointe du jour, il faisait plus du mieux. Il se plantait devant sa fenêtre et c'était des soupirs à n'en plus finir. Et cela quelque temps qu'il fasse. Il pouvait sur son corps s'enfonçait dans le sable. On ne lui voyait plus que le bout du nez et ses oreilles. Cela est très galant. En feriez-vous autant pour la femme que vous aimeriez le plus? Mais aussi, où se trouve la dame assez digne de soins? Avait-elle son pucelage au moins? Qui ça? Notre Denise. Ah, Denise, ben, je crois bien. Et toi? Le bien, il y a beau temps qu'il courait les champs. Tu n'en étais donc pas à tes premières amours? Pourquoi donc? C'est qu'on aime celle à qui on le donne, comme on est aimé de celle à qui on le ravit. Quelquefois oui, quelquefois non. Comment le perdis-tu? Oh, je ne perdis pas. Je le troquais bel et bien. Dis-moi un mot de ce troc-là. Et depuis le premier troc, j'étais à mes amours avec Denise. Qui crut l'avoir et qui ne l'eut point. Et avant Denise, te voici de notre chaumière. Qui crurent l'avoir et qui ne l'eut point. Non! Manquer un pucelage à deux, cela n'est pas trop adroit. Si Jacques voulait me faire un grand plaisir, Comment s'y prendrait-il? il débuterait par la perte de son pucelage. Veux-tu que je te dise, j'ai toujours été friand du récit de ce grand événement. De tous ceux du même genre, c'est le seul qui soit piquant. Les autres n'en sont que d'insipides et communes répétitions. De tous les péchés d'une jolie pénitente, je suis sûr que le confesseur n'est attentif qu'à celui-là. Oh, mon maître, je vois que vous avez l'esprit corrompu. Cela se pourrait. Tu fus déliésé, je gage, par quelque vieille impudique de ton village. Ne gagez pas, vous perdriez. Ce fut par la servante de ton curé. Ne gagez pas, vous perdriez encore. Ce fut donc par sa nièce. Oh, sa nièce, crevée d'humeur et de dévotion. Deux qualités qui vont fort bien ensemble, mais ne me vont pas. Bon, il était écrit, là-haut, que tu rencontrerais dans une auberge quelques créatures obligeantes, que tu t'enivrerais. J'étais à jeun. Et tel que vous me voyez, j'étais une fois confessé. Si tu te proposes d'entamer la perte de ton pucelage, à ta première confession, nous n'y serons pas de sitôt. J'eus donc un parrain et une marraine. Pire, le père était le plus fameux charron de notre village. Il avait un fils. Pire, le père fut mon parrain, et Pire, le fils, était mon ami. Je crois m'apercevoir que le nom de Pire vous déplaît. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi. C'est le vrai nom de notre charron. Les extraits baptistères, les extraits mortuaires et les contrats de mariage en sont signés. Bigre. Et les descendants Bigre, qui habitent aujourd'hui dans la maison, mais ils s'appellent tous. Hein? Vous avez dit quoi? Ah voilà, il y en a qui suivent, moi ça fait plaisir. Bigre. Quand à leurs enfants, hein, qui sont très jolis, quand ils passent dans la rue, qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais tiens, voilà la petite bigrounette. Oh, mais qu'il est mignon, les bigrounettes. Jacques! 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 Jacques, laisse-la tranquille! Ça va, vous? Jacques! Laisse-la tranquille. Reviens. Tu reviens à moi? Ah mais, je suis à vous, mon maître. Je
suis à vous. À l'âge de 19 ans, mon ami Bigre et moi-même, nous amourachions une petite, appelée Justine. Oh, elle ne passait pas pour autrement cruelle, mais elle jugea bon de se manifester par un premier dédain, et son choix tomba sur moi. Une bizarrerie des femmes à laquelle on ne comprend rien. Tout le logement du charron maître Bigre consistait en une boutique et une soupente. Le lit de maître Bigre était au fond de la boutique. Et Bigre, le fils, dormait dans la soupente à laquelle on accédait par une petite échelle. Lorsque Bigre, le père, était bien endormi, Bigre, le fils, descendait, ouvrait doucement la porte, et Justine montait par la petite échelle jusqu'à la soupente. Et, avant la pointe du jour, avant que Bigre, le père, ne se réveille, Bigre, le fils, ouvrait la porte, et Justine s'évadait. Comme elle était entrée. Un matin que Bigre reposait entre les bras de Justine, soit de la fatigue de la veille, du plaisir de la nuit, une voix formidable se fit entendre en bas de l'escalier. Bigre, Bigre, maudit paresseux, l'angélus est sonné, il est plus de 5h30. As-tu résolu de rester dans ton lit jusqu'à midi? Veux-tu que j'y monte et que je t'en fasse des sommes plus vite que tu ne voudrais? Bigre, Bigre. Sur ces mots, Bigre se précipite de son lit, la culotte à la main et sa veste sous le bras. Et tandis qu'il s'habille, la voix grommelle entre ses dents. Ouh, depuis qu'il s'est entiché de cette petite coureuse, tout va de travers. Et ces propos de la soupente, Justine les entendait? Elle entendait tout. Et ton ami Bigre, le fils? Il est accroché chez moi pour m'exposer le terrible embarras dans lequel il se trouvait. Écoute, Bigre, lui dis-je, va te promener dans le village le temps que tu voudras. Je vais te tirer d'affaire, mais je te demande d'en laisser le temps. Pourquoi souriez-vous? Pour rien. Je vais chez son père. Il m'a pas plutôt aperçu, se met à crier de joie et de stupeur. Ouh, ah ma filleule, mais qu'est-ce que tu fais de si bon matin? Où tu as passé la nuit dehors, toi, hein? Tu serais pas un peu devenu libertin? Mais je lui répondais que je ne savais où dormir. Bah, Bigre est sorti. Monte dans la soupente et jette-toi dans son lit. Et Justine encore entendait tout cela? Comme vous m'entendez. Et toi, que faisais-tu? Oh, je riais. Jacques, vous êtes un barbare. Je monte. Je me déshabille. Vous avez un cœur de bronze. Non, j'ai de la sensibilité, mais je la réserve pour une meilleure occasion. Je soulève les couvertures, les draps, point de Justine. N'étant pas dans le lit, je me doute qu'elle est dessous, le bouge est tout à fait aveugle. Je me baisse, je promène mes mains, saisis ses bras, la ramène à moi, je l'embrasse. Je la force à se coucher contre moi, elle se jette à mes pieds, me serre le genou. Oh non, les ténèbres ne rendent pas timide, elles rendent entreprenant. Je t'afferme. Justine se résigne, et nous voilà couchés, l'un contre l'autre. Scélérat, sais-tu quel crime tu vas commettre? Tu vas violer cette fille. Ah, sinon par la force, du moins par la terreur. Enfin, je ne sais pas si je la violais, mais je ne lui fis pas de mal. Et elle ne m'en fit point non plus. Approchant sa bouche, mon oreille, elle me dit tout bas, Jacques, non, Jacques, non, non, non. Je fais semblant de me lever, de me diriger vers l'escalier, elle me retient. Jacques, je ne vous aurais jamais cru aussi méchant. Je vois qu'il ne faut attendre de vous aucune pitié. Mais promettez-moi. Quoi? Bigre n'en saura rien. Tu promis, tu juras, et tout alla fort bien. Et fort bien encore. Et encore très bien. Et merveille. Et toujours un merveille. Oh, je ne sais plus midi sonner. Et voici le début, le milieu et la fin de la perte de mon pucelage.
Savez-vous l'histoire de Socrate? Ce n'est pas encore au moins une affaire de pucelage. C'était un sage d'Athènes, un philosophe. Ses concitoyens le condamnèrent à boire la ciguë. Voilà pourquoi il y a longtemps que le rôle de fou est dangereux parmi les sages. Eh bien, Jacques, mon ami, j'en suis fâché. Vous êtes une espèce de philosophe. Espèce odieuse, aux grands, devant lesquels ils ne se mettent jamais à genoux. Aux magistrats, protecteurs par état des préjugés qu'ils poursuivent. Aux prêtres, qui les voient rarement au pied de leurs autels. Aux poètes, gens sans principe. Au peuple de tout temps. Les esclaves des tyrans qui les oppriment, des fripons qui les trompent, des bouffons qui les amusent. Votre mort sera donc philosophique. Enfin, mon maître, enfin, qu'est-ce que je vous ai fait? Et vous recevrez le lacet d'aussi bonne grâce que Socrate reçut la coupe de ciguë. Ne s'est dit de quoi s'affliger, ni de quoi se réjouir dans la vie. Peut-être que le ciel n'en sait rien lui-même. Le bien amène le mal amène le bien. Marchons dans la nuit, au-dessous de tout ce qui est écrit là-haut, également insensé dans nos projets, nos souhaits, nos joies, nos peines. Quand je pleure, souvent, je trouve que je suis un sot. Et quand tu ris? Quand je ris aussi, je trouve que je suis un sot. Mais cependant, je puis m'empêcher de rire et de pleurer. C'est bien là ce qui m'enrage. Ah, si j'avais pu me moquer de tout. À quoi cela t'aurait-il servi? À me rendre parfaitement maître de moi. À ne plus avoir besoin de rien. À me trouver aussi bien la tête contre une borde au coin d'une rue que sur un bon oreiller. Et quel que je suis, quelquefois, le diable, et que ça ne dure pas, et que dur et ferme dans les plus grandes occasions, il arrive que une bagatelle me défaire, c'est à se donner des soufflets. Aussi, ai-je pris le parti d'être comme je suis, en ajoutant qu'importe comment soit. Qu'est-ce que tu fais? La prière. Est-ce que tu pries? Quelquefois. Et que dis-tu? Je dis, toi qui as fait le grand rouleau, toi qui as tracé toute l'écriture qui est là-haut, qui as su de tous les temps ce qu'il me fallait, que ta volonté soit faite, Amen. Est-ce que tu ne ferais pas aussi bien de te taire? Peut-être que oui, peut-être que non. Je prie à tout hasard. Oh, oh. N'est-ce pas le diable? Du matin au soir, ils se plaignent de la vie et ils ne peuvent se résoudre à la quitter. Oh, serait-ce que la vie ne serait pas une si mauvaise chose? Ou qu'ils en redoutent une pire à venir? C'est l'un et l'autre. Crois-tu à la vie à venir? Oh, je ne crois ni de décroire. Je n'y pense pas. Je jouis de mon mieux de celle qu'on nous a donnée en avancement.
Pour moi, je me regarde comme en chrysalide. Et j'aime me persuader que le papillon, ou mon âme, venant un jour à percer sa coque, s'envole à la justice divine. Votre image est charmante. Elle n'est pas de moi. Eh bien, Jacques, me diras-tu comment ton pucelage fut manqué? Interrogeons la gourde. L'avis de la gourde et le mien est de tout avouer. Encore un conte d'amour. En vérité, cela est merveilleux. À l'époque de mes amours, dans la soupente de mon ami Bigre, Avec Justine, le bruit de mon innocence avait couru par le village. J'étais, à les en croire, aussi neuf qu'au sorti du ventre de ma mère. Et quelque temps après, notre voisine, Dame Suzanne, une dame, alors, elle s'appelait Suzanne, enfin, Dame Suzanne, me fit signe. Jacques, Jacques, aurais-tu rien à faire? Non, bah non, voisine, qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais, et en disant je voudrais, elle me prit la main, elle me la serrait si fort et me regardait d'une manière si singulière. Je voudrais que tu prisses notre serpe et que tu vinsses avec moi dans la commune pour m'aider à couper 2 ou 3 pourrets, car c'est une besogne trop difficile pour une femme seule. Très volontiers, Dame Suzanne. Je prends la serpe et nous allons. En chemin, Dame Suzanne pose sa tête contre mon épaule, me caresse le menton, me passe les côtes, me tire les oreilles. Ah, nous arrivons. Le terrain est en pente. Dame Suzanne s'allonge de tout son long par terre, les pieds écartés l'un de l'autre et les bras passés par-dessus la tête. Moi, je suis en dessous et je joue la serpe. Et Dame Suzanne écarte ses pieds, les ramène près de ses fesses, ses genoux élevés, monte ses jupons fort courts. Et je joue toujours dans la serpe, ne regardant guère où je frappe et frappant souvent de côté. Jacques, n'auras-tu pas bientôt fini? Et quand vous voudrez, Dame Suzanne, mais ne vois-tu donc pas que je veux que tu finisses? Je finis donc, je repris haleine, et je finis encore. Et Dame Suzanne... t'ôtais ton pucelage que tu n'avais pas. Il est vrai, mais elle ne s'y méprit pas. Humecton. Dame Suzanne et moi regagnâmes le village. Sans faire une pause en chemin, Oh non, il n'avait donc pas loin de la commune au village. pas plus loin que du village à la commune. Mais le ciel voulut que ce jour-là, que nous prissions tous les deux un chemin différent pour entrer, et que je passais par un petit bois, et c'est là que je vis Dame Marguerite assise au bord de la voie. Là, tu fis une pause. Elle m'y invita. Jacques. Oh, Jacques. Oh, mais quelle surprise. Assieds-toi là, Jason. Et me voilà assis, Dame Marguerite, mais vous ne parlez pas et nous ne jasons pas. C'est que je songeais à ce qu'on m'a dit de toi au village. Est-il vrai que tu ne sais pas encore ce que c'est qu'une femme? Une femme? Bah oui, une femme. Ah bah, c'est un homme qui a des cotillons, de cornettes et de grands tétons. Ah, vraiment, tu ne sais pas ce que c'est qu'une femme. Ses yeux se ferment, sa bouche s'entrouvre, sa poitrine s'élève. Oh, elle pousse un profond soupir. Oh,
me fait de la peine qu'on se moque pareillement de ton innocence. Mais il ne tiendrait qu'à vous, Dame Marguerite, que ça n'arrivera plus. Et comment? En m'apprenant tout ce que vous pouvez m'apprendre. Apprenez-moi, Dame Marguerite. Apprenez-moi. Et je vous en aurai la plus grande obligation. Double scélérat. Elle prit alors ma main et la posa, je ne sais où. Mais toujours est-il que je m'écriai, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le fait est qu'elle était fort déshabillée et que j'étais fort déshabillé aussi. Le fait est que j'avais ma main là où il n'y avait rien chez elle et qu'elle avait mis sa main là où ça n'était pas tout à fait de même chez moi. Le fait est que je me trouvais sous elle et par conséquent elle sur moi. Le fait est que de la sauvageant d'aucune manière, il fallait bien que je la prise tout entière. Le fait est qu'elle se livrait à mon instruction d'aussi bon cœur que je crus qu'elle en mourrait. Le fait que je m'écriais, ah, Dame Suzanne, que vous me faites aise. Tu veux dire Dame Marguerite? Le fait que je pris son nom pour un autre, et qu'au lieu de dire Dame Marguerite, je dis Dame Suzanne. Le fait est que je me trouvais, moi, sur elle, et par conséquent, elle, sur moi. Le fait que m'avouant que ça lui donnait bien du plaisir, mais pas autant que de l'autre manière, elle se retrouvait sur moi, et par conséquent, moi, sous elle. Le fait est qu'après quelques temps de silence et de repos, je ne me retrouvais ni elle sur moi, ni moi sous elle, ni dessous, ni dessus, car nous étions l'un et l'autre sur le côté, qu'elle avait la tête penchée, et ses deux fesses collaient contre mes cuisses. Le fait est que, si j'avais été moins savant, Dame Marguerite nous apprit tout ce qu'on peut apprendre. Le fait est que nous avons bien du mal à regagner le village. Le fait est que je crois que mon mal de gorge est empiré, et que je ne puis parler d'au moins 15 jours. Tu as revu ces femmes? Plus d'une fois. Toutes deux? Bah oui. L'une avec l'autre? Mon maître. Ah, Jacques, satisfais-moi, dis. Mais comment un homme qui a du sens, qui s'occupe de philosophie, qui a des mœurs, peut s'amuser à entendre des contes de la pire espèce? Je te l'ai dit, je suis friand. De père de pucelage, oui. Mais ici, ni Dame Marguerite, ni Dame Suzanne n'avaient plus rien à perdre depuis longtemps. Comment des hommes, Des femmes, peuvent-ils peuvent-elles se délecter à entendre de pareilles obscénités? Bon, ce n'est qu'un conte. Enfin, c'est mon histoire. Toute mon histoire. Des mots, bien que des mots. Des mots pardis. Voudriez-vous représenter la chose? Non pas. Vilains hypocrites. Nous vous passons l'action. Passez-nous les mots. Vous prononcez hardiment tuer, voler, trahir, mais foutre. Vous ne l'oseriez qu'entre les dents? Mais que vous a fait une action si juste, naturelle, nécessaire, pour que vous vous imaginiez que vos oreilles, votre bouche, votre nez en soient souillés? Foutre! Du latin futuo. Revivre ses exploits l'a épuisé. Vous avez vu comme il aime à parler? Surtout à parler de lui. Manie générale des gens de son état. Manie qui les tire de leur abjection, les place dans la tribune et les transforme tout à coup en personnages intéressants. Quel est le motif qui attire la populace? Le peuple est avide de spectacle. Il y court parce qu'il est amusé quand il en jouit, et qu'il est encore amusé par le récit qu'il en fait quand il en est revenu. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je te veille. Tu es mon serviteur quand je suis malade ou bien portant. Je suis le tien quand tu es fatigué. Je suis bien aise de voir que vous êtes humain. Ce n'est pas trop la qualité des maîtres envers leurs valets. Repose-toi. Il faut partir d'ici. Serions-nous mieux ailleurs? Si nous en avons le temps. Et gagner du temps pour... C'est que, faute de savoir ce qui est écrit là-haut, on ne sait ni ce qu'on veut, ni ce qu'on fait, qu'on suit sa fantaisie qu'on appelle raison, ou sa raison, qui n'est parfois qu'une dangereuse fantaisie.
qui tantôt tourne bien, tantôt mal. Jusque dans son sommeil, il bataille contre le grand rouleau. Mais les amours de Jacques, me direz-vous, il n'y a que lui qui les sache. Qu'allons-nous devenir? Ma foi, je n'en sais rien. Jacques, et me voilà disputant avec ce drôle. Honnête, du reste. Brave, fidèle. Têtu. Encore plus bavard. Un Jacques. Homme passionné, comme vous. Homme curieux, comme vous. Homme questionneur, comme vous. Pourquoi questionne-t-il? Pour apprendre et redire, comme vous. Jacques, tu es ivre. Mon lit. Où est mon lit? À quelle heure as-tu résolu de te coucher? C'est qu'il y a dans mon lit. Ma gourde. Voulez-vous m'apporter un reste de vin qui s'est montré? Ça m'est revenu pendant mon sommeil et ça m'empêchait de fermer l'œil. Merci. Ah, ce vin est excellent. Jacques, mon petit Jacques, tu te presses beaucoup. Ne craignez rien. Il est loyal. Demain, il n'y paraîtra plus. Le voici à couvert. Il ne s'éventera plus. Où est-il? Que cherches-tu? Mon lit. J'ai encore rêvé de mon lit. Peut-être est-il écrit là-haut que je ne ferai qu'en rêver et qu'il faudra m'en passer. Il me semble que ta voix est moins rauque, que tu parles plus librement. Cela vous semble, mais cela n'est pas. Tu ne peux pas reprendre l'histoire de tes amours? Non. Ton avis est que je dise l'histoire des miennes? Excellent ami, le chevalier de Saint-Ouen, elle et moi, formions un trio inséparable. J'étais amoureux d'elle, il en était aimé. Je me ruinais en dépenses pour elle. Et c'est lui qui jouissait de ses faveurs. Comment le sais-tu? Une bizarrerie des femmes à laquelle on ne comprend rien. Ce train dura 6 mois, jusqu'au jour où le chevalier vint à moi. Mon excellent ami, je crains de perdre votre amitié à cause de cette petite queue d'Agathe. Cela ne peut plus durer. Vraiment? Cela ne pouvait plus durer? Si, non, enfin, tu verras. Et Saint-Ouen d'ajouter, il faut vous venger. De son indifférence, tu verras. Et le chevalier se prit à rêver d'elle devant moi. Ah, cette petite Agathe, si jeune et vive, si blanche, potelée. Ah, ce sont les chairs les plus fermes, les peaux les plus douces. Oh, la jouissance en est bien délicieuse. Vraiment, Agathe est donc bien succulente, bien voluptueuse. Ah, vous ne savez pas tout ce qu'entre ses bras. Fais-moi le récit d'une de tes nuits, chevalier, dis-je innocemment. Oh, je reconnais bien là votre innocence. Un maudit engouement pour les contes de la pire espèce. Non, m'a demandé l'histoire d'une de mes nuits. Est-ce trop exigé? Et si au lieu de l'histoire, je vous procurais la nuit? Mais comment? Comment, en effet? Chacune de mes précautions, chacune de mes objections fut balayée comme par enchantement. Nous avions même corpulence. L'alcôve d'Agathe se trouvait des plus sombres aussitôt. Il jeta le double des clés de sa chambre sur la table du cabaret où nous buvions. Car vous buviez? Nous buvions. Ah, que te dire, Jacques, mon ami? Une garde-robe à double fond pour prévenir toute surprise, un pot de basilic pour signal de monter à l'assaut, discrétion assurée. Cette petite gueuse, ma foi, était dans son lit faite comme une souris. Sitôt dit, sitôt fait. Et le projet fut mis à exécution? Le soir même, le chevalier et moi nous enivrions tout vis-à-vis de sa fenêtre. Oh, la tentation était belle. Oh, la machination était parfaite. Et si nous entrions ensemble dans l'alcôve, ajoutai-je même. Innocemment. Étourdiment. Vous y retrouvez Agathe.
Agathe, moi je resterai dans la garde-robe jusqu'à ce que vous fissiez un signe dont nous conviendrions. Il refusa. Il fut admis que pour le premier soir, j'irais seul. Et ce furent encore des centaines et des centaines de choses que nous nous dîmes, et sur la nuit qui s'avançait, et sur les autres à venir. Où Agathe se retrouverait entre le chevalier et vous. Et ce furent des détails qui n'en finissaient pas sur les commodités, perfection et talent d'Agathe. Le chevalier ajoutait avec un art incroyable l'ivresse de la passion à celle du vin. Voilà pourquoi je conseille aux femmes de ne jamais coucher avec des hommes qui s'ennuient. Il est minuit. Je suis sous ses fenêtres. Son pot de basilic me fait signe. J'avance sur la pointe des pieds. J'ouvre la porte du corridor, je la referme. J'entre dans la garde-robe. Je me déshabille. La porte de la chambre est entrouverte. J'entre dans l'alcôve où Agathe ne dort pas. J'entrouvre ses rideaux. Ce sont deux bras nus se jeter sur moi et m'attirer. Je me laisse aller. Je suis accablé de caresses. Je les rends. Me voilà le mortel le plus heureux du monde. Lorsque. Tu dors? Tu dors, Maroufle? Au moment le plus intéressant de mon histoire? Te réveilleras-tu? Ah, je ne crois pas, non. Pourquoi cela? Mais n'étiez-vous pas entre les bras de Mademoiselle Agathe? J'y suis, oui. Mais restez-y. Que j'y reste, cela te plaît à dire. Où en étiez-vous? Tu n'as rien écouté. Si fait s'appelait Agathe, vous ouvriez les rideaux, sentez le bras qui accablait. De caresses. Que vous rendiez, rendu par ça le plus heureux des hommes. Lorsque la machine était montée, il fallait qu'elle allât jusqu'au bout. Elle y est, elle y est. Lorsque. C'est à vous. Lorsque la porte s'ouvre, la chambre s'emplit d'une foule qui gronde. Des lumières, des voix, nos rideaux violemment tirés. Un père, une mère, un commissaire. Agathe découvre le visage de l'homme qui est dans ses bras. Je la supplie sous les draps de dire la vérité. Mais laquelle? Vous voulez qu'elle avoue à père, mère et commissaire qu'elle est surprise avec vous, alors qu'elle croit coucher avec un autre? Ne ris pas. Mais non, alors... Un procès-verbal est dressé. On m'en fait lecture comme je m'habille. Et je suis conduit sous escorte au fort l'évêque. Vous, mon maître, en prison. Tu ne ris plus. S'ensuit un abominable procès, où j'apprends qu'il ne s'agit rien de moins Que d'épouser Agathe, oui. et reconnaître son enfant. Mais quel enfant? Oh Jacques, ce ne pouvait être le mien. Je fus surpris trop tôt. Avant que d'y avoir goûté, Je te le dis. vous ne couchâtes même pas. Dès le lendemain. Dès le lendemain, Agathe courait faire la déclaration d'une grossesse vieille de 6 semaines. Ce scélérat de Saint-Ouen avait ce soir-là travaillé à me faire tout endosser. Il ne s'agit rien moins que d'épouser Agathe, ça. Et de faire l'éducation d'un enfant que je n'ai pas fait. Jacques, tu avais promis. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Pardonnez-moi. C'est que je sens à des nuits suivantes ou père, mère, commissaire, surprenant leur Agathe blanche, potelée, vive, très vive, entre les bras du chevalier et vous. J'en eusse été moins coupable. Il eût alors fallu qu'Agathe mit au monde des jumeaux, Que chaque père eût le sien. Bah, il était écrit là-haut. C'est Saint-Ouen qui avait tout écrit, lui seul. Je fus condamné à une amende considérable, aux frais de Gésine, et à pourvoir à l'éducation et la subsistance d'un enfant provenu des faits et gestes de mon grand ami, le chevalier de Saint-Ouen, dont il est le portrait en miniature. Ce fut un gros garçon dont Mademoiselle Agathe accoucha très heureusement entre le 7e et le 8e mois. Et quel âge peut avoir, monsieur, votre fils? Il aura bientôt 10 ans. Je l'ai laissé tout ce temps-là à la campagne. Nous ne sommes pas très loin de l'endroit où il se trouve.
Que dis-tu? Oh, je dis qu'il y a d'étranges choses écrites là-haut. Qui sait le rôle que se jouera ce petit matin dans le monde? Qui sait s'il n'est pas né pour le bonheur ou le bouleversement d'un empire? La nuit s'avance. Habille-moi. Au juste, mon capitaine et moi. T'interrompre. En parole. En geste. En pensée. Tenez, prenez vous-même le baillon, si le cœur vous en dit. Auriez-vous le cœur de me laisser courir à vos côtés comme l'enfant étouffé que je fus? D'ailleurs, je ne vous interromps pas. Je pense avec vous, comme vous m'en avez donné la permission. Ce diable-là fait de moi ce qu'il veut. Bien, Jacques. Zamo. Mettons. Bon, j'en étais. Au château de Vigan, ton genou un peu remis, et Denise autorisée par sa mère à te soigner. Et Jacques, Denise, fut obéissant. La blessure de mon genou était presque refermée. Plus de fièvre, de l'appétit et des forces. Denise, pensez mon pansement avec exactitude et avec une tendresse infinie. Je la regardais faire. Quand mon pansement était terminé, je lui prenais les mains. Je ne savais comment la remercier. Elle était debout, les yeux baissés. Elle m'écoutait sans mot dire. Un jour, je suis parti acheter des jarretières. Elles étaient en soie, chamarrées de blanc, de bleu, de rouge, avec une devise. Et avant que Denise n'entre dans la chambre, j'ai posé les jarretières sur le dossier d'une chaise près de mon lit. Denise les aperçut. Oh, les jolies jarretières. C'est pour mon amoureuse. Vous avez une amoureuse, monsieur Jacques? Elle doit être fort aimable, sans doute. Oh oui, très aimable. Et vous l'aimez?
de tout mon cœur. Et elle vous aime. C'est que ces jarretières-là sont pour elle. Et elle m'a promis une faveur qui, je crois, me rendra fou si elle me l'accorde. Quelle est cette faveur? C'est que de ces deux jarretières, j'en accroche une de mes mains. Je lui pris alors le bras. Je l'amenai près de mon lit. Je lui posai le pied sur le banc. Alors soulevait ses jupons qu'elle tint serrés. Je lui baise la jambe. Accroche la jarretière. Faisons une pause. Pourquoi donc? C'est que selon toute apparence, tu arrives à la conclusion de tes amours. Quand on est arrivé au genou, il y a peu de chemin à faire. Denise avait la cuisse plus longue qu'une autre. Faisons une pause. Oui. Qu'as-tu? C'est que je pensais que, tandis que vous me parliez, que je vous répondais, je pensais que vous me parliez sans le vouloir, et que je vous répondais sans le vouloir, que nous avons été tous les deux cette nuit des machines vivantes et pensantes. Des machines? Mais il me semble que je sens au-dedans de moi-même que je suis libre. Oui, à présent que vous ne voulez rien. Mais veuillez vous précipiter de votre fauteuil. Eh bien, je me précipiterai. Gaiement, sans répugnance, sans effort. Pas tout à fait, mais qu'importe, pourvu que je me précipite et que je prouve par ma chute que je suis libre. Si votre chute prouve quelque chose, ce n'est pas que vous êtes libre, mais que vous êtes fou. Mon capitaine disait que celui qui fait une action sans réfléchir est un vrai maniaque. Cela est trop fort pour moi. Mais en dépit de ton capitaine et de toi, je croirais que je veux quand je veux. Mais si vous êtes, et si vous avez toujours été le maître de vouloir, que vous ne voulez-vous à présent aimer de non? Et que n'avez-vous cessé d'aimer Agathe toutes les fois que vous avez voulu? Ah, mon maître, on passe les 3/4 de sa vie à vouloir sans faire, Il est vrai. et à faire sans vouloir. Tu me démontreras celui-là? Oh mon petit Jacques! Comme tu me soignes, que s'en est-il fallu que je me sois cassé un bras, enfoncé le côté, fendu le crâne, peut-être tué? Oh, le grand malheur! Que dis-tu, ma oncle? En conviendrez-vous à présent? Et de quoi veux-tu que je convienne, ma femme? Que de tout ce que vous avez dit, vous faites depuis une demi-heure, vous n'en avez rien voulu. Que vous avez été ma marionnette, et que vous auriez continué à être mon polichinelle pendant un mois si je me l'étais proposé. Quoi, c'était un jeu? Un jeu. Tu t'attendais à ma culbute? Je l'avais préparé. Ta réponse impertinente était préméditée? Prémédité. Et c'était le fil que tu tenais au-dessus de ma tête. À Pour merveille. imprimer ta fantaisie. Et si seulement je m'étais blessé? Oh, il était écrit là-haut. Et, dans ma prévoyance, que cela n'arriverait pas. Tu es un dangereux vaurien, je crains que tu n'aies le diable encore. Mon maître, si je vous fais peur, Vraiment? Si quel était possédé? quel remède y aurait-il à cela? Le remède? En attendant l'exorcisme, serait de te mettre à l'eau bénite pour toute boisson. Jacques à l'eau? Ah, l'eau bénite? Non, mais je préférais que 1000 légions de diable me restât sur le corps plutôt que d'en boire une goutte, bénite ou non. N'avez-vous pas remarqué que j'étais hydrophobe? Hydrophobe, elle dit. Ce mot n'est pas de toi. Tu l'as volé. Auriez-vous préféré que je dise qu'à la vue de l'eau, la rage me prend? Va pour hydrophobe. Tenez, je le bois, je le crache. Ne bois pas tant. Je chasse les brumes de la nuit. Inutile, c'est le matin. Regarde. Oui, le matin. Regarde, Regarde, te dis-je.
que Denise y est. Je le crois. Et ainsi, vous avez fait tout chemin pour que je la revoie. Oh, oh mon maître, oh mon maître. Jacques, relève-toi. Je n'ai pas la raison. Il y a 10 ans, c'est à mon vieil ami d'Aiglan et à son épouse que je confiais l'éducation et la subsistance Du garnement. Oh, ainsi, le fils naturel de Desglands n'est autre que celui du chevalier Saint-Ouen pour qui vous ne couchâtes pas, mais pour qui vous payez encore. Il est temps. Achève l'histoire de tes amours. Un matin, que tout dormait encore au château, dans ma chambre, Denise vint. Oh non, monsieur, non, je ne puis continuer. J'ai l'impression d'avoir la main du destin à la gorge, à présent que je dois la revoir. Ce matin-là, j'étais résolu à ce que Denise se résolve à me rendre heureux. Je fondis en larmes. Denise, Denise, vous ne m'aimez pas. Comment, monsieur Jacques, je ne vous aime pas. Mais faites de la malheureuse Denise tout ce qu'il vous plairait. Qu'auriez-vous fait à ma place, monsieur? Je lui pris la main. Je lui fais asseoir sur sa chaise. Je me jetais à ses pieds, essuyais les larmes qui coulaient de ses joues. Je la consolais, je lui pris les mains, je les baisais avec un respect, monsieur. Vous ne me croyez pas? Jacques, on t'objectera qu'au pied de Denise, tu ne pouvais guère lui essuyer les yeux. À moins que sa chaise ne fût fort vaste. Jacques, tu vois la vérité. La vérité? Et quelle? Dites-vous. Tout dormait encore au château. Denise s'approcha en tremblant. Elle s'arrêta devant la porte de Jacques, incertaine si elle entrerait ou non. Elle entra en tremblant. Elle resta à côté du lit de Jacques un assez long moment sans oser ouvrir les rideaux. Elle les ouvrit doucement, dit bonjour à Jacques en tremblant, s'informa de sa santé en tremblant. Jacques lui dit qu'il avait souffert et qu'il souffrait encore d'une cruelle démangeaison au genou. Alors Denise s'offrit à le soulager. Elle prit un petit morceau de flanelle qu'elle avait et se mit à frotter avec au-dessous de la blessure. D'abord avec un doigt, ensuite avec 2, avec 3, avec 4, avec toute la main. Jacques la regardait faire et s'enivrait d'amour. Alors Denise se mit à frotter sur la blessure même dont la cicatrice était encore rougissante. D'abord avec un doigt, ensuite avec 2, avec 3, avec 4, avec toute la main. Mais cela ne suffisait pas d'avoir éteint la démangeaison en dessous de la blessure, sur la blessure. Il fallait aussi l'éteindre au-dessus de la blessure. Là où elle ne se faisait sentir que plus vivement. Alors Denise se mit à frotter là, au-dessus de la blessure, assez fermement. D'abord avec un doigt, ensuite avec 2, avec 3, avec 4, avec toute la main. Jacques, ne pouvant plus tenir, se précipita sur sa main et la baisa. Mon maître, non mais, expliquez-leur. Je crois qu'ils entendent ce que vous ne dites pas. Jacques se précipita sur la main de Denise et la baisa. Sa main. Et Denise fut sage. Cela est sûr. Jacques a trop de sens pour abuser de celle dont il veut faire sa femme et se préparer ainsi à une méfiance qui peut empoisonner le restant de sa vie. Oh, comme vous avez bien dit cela. Oh, merci, merci. C'est l'heure. L'heure. Denise se lève. L'heure d'y aller. Il était écrit là-haut que l'histoire de mes amours finirait aujourd'hui. Bientôt. Mais que deviendrez-vous lorsque je n'aurai plus rien à dire? Vous serez triste, vous qui aimez tant les contes. Bientôt,
Le concierge du château décidera. Ton maître obtiendra de son vieil ami d'Aiglan que tu occupes la place. J'épouserai Denise. Et tu vivras paisiblement, adoré de ta femme, chéri de ton maître, qui dans le même temps, là de courir le monde, se sera établi. Là. Vous voulez vous établir au château? Qui le sait? Enfin, c'est que si vous demeurez au château... Qu'as-tu? Je vois, tout à coup imprimé sur le grand rouleau, que mon maître, désœuvré, tombe amoureux de ma femme. Jacques, mais que vas-tu chercher? S'il est écrit là-haut que tu seras cocu, Jacques, tu auras beau faire, tu le seras. Si au contraire, il est écrit que tu ne le seras pas, ils auront beau faire, tu ne le seras pas. Que dis-tu? Je disais que... Ton capitaine... Je ne sais pas en pareil cas ce que mon capitaine dirait. Jacques, Mon maître, comment nous sommes-nous rencontrés? par hasard, comme tout le monde, D'où venons-nous? du lieu le plus prochain. Où allons-nous? Est-ce que l'on sait où l'on va?